Overtake, boost, recharge ou encore biocarburant. Beaucoup de nouveaux termes techniques en 2026, mais est-ce que vous savez vraiment de quoi il s'agit? Cette nouvelle saison de Formule 1 marque l'introduction de nouveaux moteurs et vous allez souvent entendre parler de ces nouveaux termes techniques. Alors quoi de mieux que de vous expliquer comment fonctionnent ces V6 hybrides? Installez-vous confortablement et laissez-moi vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur les moteurs de Formule 1 en 2026. De base, la réglementation de 2026 ne devait concerner que les moteurs. Ça a un peu changé entre-temps, mais la volonté de la FIA était d'apporter quelques changements à la réglementation introduite en 2014. Pour rappel, 2014 a marqué un tournant dans l'histoire de la Formule 1, car on est passé d'un moteur V8 thermique, ce qui signifie qu'il fonctionne grâce à l'essence, à un V6 hybride. C'était la grande arrivée de l'électricité dans les moteurs de Formule 1. De 2014 à 2025, on a donc eu des V6 hybrides 1,6 litre turbo-compressés avec une partie électrique modeste qui était surtout en soutien du moteur thermique et on estimait le ratio de puissance à l'époque 80% thermique et 20% électrique. Si on se concentre un petit peu sur cette partie électrique, les batteries étaient alimentées par deux systèmes de récupération d'énergie, le MGUK et le MGUH. Grossièrement, le MGUK, il transforme l'énergie cinétique créée lors du freinage en électricité. Ce système, il n'est pas extrêmement compliqué à mettre en place et il est plutôt bien maîtrisé par les ingénieurs puisqu'aujourd'hui, on le retrouve maintenant dans les voitures du quotidien, notamment sur des voitures hybrides non rechargeables. Au contraire, la technologie du MGUH, qui transforme donc la chaleur du turbo et des gaz d'échappement en énergie électrique, elle est difficile à développer et très coûteuse. La complexité de ces moteurs et son coût de développement a été un très gros frein pour l'arrivée de nouveaux motoristes dans la discipline. Et ça, c'est pas bon pour le business de la Formule 1. La volonté de la FIA pour 2026 était donc de simplifier la conception des moteurs tout en répondant aux exigences environnementales et de performance que demande la Formule 1. Laissez-moi donc vous présenter les moteurs pour cette nouvelle saison en 2026. Alors dans la structure, on reste sur un V6 hybride d'1,6 litre turbo compressé. Le MGUK est toujours présent, mais le MGUH a disparu. La conception du moteur a donc été simplifiée, ce qui a déjà séduit 3 nouveaux motoristes. Honda est de retour après son départ en 2021 et motorisera Aston Martin. Ford fait son retour après 22 ans d'absence en Formule 1 et s'occupera des moteurs de Red Bull et Racing Bulls. Et enfin, Audi qui fait son arrivée en Formule 1 produira son propre moteur. On aurait presque pu avoir un 4e nouveau motoriste avec l'arrivée de Cadillac, mais il faudra attendre 2029 avant que l'écurie américaine ait son propre moteur. Ça nous fait donc 3 nouveaux motoristes, en plus de Ferrari et Mercedes qui sont déjà présents. 5 motoristes au total, car on rappelle, Renault ne fait plus de moteur en 2026. Bon, maintenant revenons sur les moteurs, parce que la disparition du MGUH a des conséquences et ce n'est pas le seul changement. Afin de compenser la disparition du MGUH, la capacité de récupération d'énergie du MGUK est passée d'environ 4 mégajoules par tour à environ 8 mégajoules par tour, soit le double. C'est énorme. Et cette augmentation, elle s'explique par le fait que la puissance électrique du moteur, elle aussi, est augmentée, passant d'environ 120 kW à désormais 350 kW. Comme vous l'avez compris, l'électrique a beaucoup plus d'importance dans les moteurs en 2026. La FIA a voulu se rapprocher d'un moteur parfaitement hybride avec une puissance à 50% électrique et 50% thermique. Pour aller dans ce sens, on a donc augmenté l'énergie électrique, mais on a aussi réduit l'importance du moteur thermique, en passant d'environ 800 chevaux à désormais 550 chevaux. Cette baisse de puissance, elle se fait par la réduction de petits détails dans le moteur thermique, notamment avec la réduction du taux de compression qui a fait beaucoup débat ces dernières semaines. Ceux qui n'ont pas suivi, on a déjà sorti une vidéo sur ce sujet. Je vous invite à aller la voir pour comprendre exactement de quoi il s'agit. Si on résume les moteurs de 2026 en Formule 1, c'est donc la fin du MGUH, un MGUK plus puissant, une réduction de la puissance thermique et une augmentation de la puissance électrique. L'objectif, il est simple, avoir un équilibre 50% thermique, 50% électrique. Mais du coup, vous allez me dire, bon, ok, Hydro c'est bien sympa, mais pourquoi on cherche à avoir du 50-50 ? La raison, elle est très simple et elle est écologique.
D'ici 2030, la Formule 1 a pour but de devenir neutre en émissions de gaz à effet de serre. Et pour ça, ça passe par une plus grosse part d'électrique dans les moteurs. Alors, rassurez-vous, non, les moteurs ne vont pas devenir à 100% électriques. Sinon, c'est de la Formule I. Le thermique, il aura toujours sa place en Formule 1. Mais la F1 a prévu d'autres moyens pour réduire son empreinte carbone, notamment à un nouveau carburant. Dans son objectif de devenir neutre en émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, la Formule 1 a plusieurs étapes et 2026 en fait partie, car cette année, la F1 va introduire son tout nouveau carburant, le carburant 100% biodégradable. Jusqu'en 2025, les monoplaces utilisaient un carburant E10 avec 10% d'éthanol. Alors non, c'est pas le E10 que vous pouvez trouver à la pompe à essence pour faire le plein avec votre Clio. Là, on parle d'un E10 Premium spécialement fait pour les Formule 1 dont le prix au litre est d'environ 30 €. 30 €, c'est ridicule à côté des 200 € par litre que coûte le nouveau biocarburant des Formule 1 en 2026. 200 €, vous avez bien entendu. Alors, qu'on soit bien d'accord, ce carburant, il est un petit peu particulier car c'est un biocarburant 100% durable qui est créé à partir de CO2 capté, d'hydrogène vert et de biomasse non alimentaire. Pour faire simple, c'est un carburant biodégradable dont la production est neutre en CO2 et qui n'utilise pas d'énergie fossile. Ça répond donc parfaitement aux exigences écologiques que la FIA a imposées pour le net carbone 2030, mais au-delà de l'écologie, ce carburant, il répond aussi parfaitement bien aux exigences de performance sportive, car il devrait atteindre un taux de rendement plus élevé que les années précédentes. Là aussi, pour faire simple, le taux de rendement, c'est le pourcentage d'essence transformée en énergie utile. En 2025, on était aux alentours de 50% et le nouveau carburant de 2026 pourrait s'approcher des 60%, ce qui fera des moteurs de Formule 1 les moteurs thermiques les plus efficaces du monde. Ça signifie aussi que la qualité du carburant cette année va jouer un rôle clé dans la performance, car on estime qu'un moteur égal, un excellent carburant pourrait faire une différence de 2 à 3 dixièmes par tour comparé à un mauvais carburant. Les pétroliers des écuries de Formule 1 vont donc devoir faire un énorme travail cette année car il se pourrait bien que ça fasse une très grosse différence. Pour rappel, toutes les équipes n'ont pas les mêmes fournisseurs. Aramco par exemple s'occupe de Honda avec Aston Martin, Shell pour Ferrari, Petronas pour le moteur Mercedes, Castrol du côté de Audi et ExxonMobil pour les moteurs Ford de Red Bull et Racing Bulls. Maintenant que vous savez à quoi ressemblent ces nouveaux moteurs, la vraie question c'est comment est-ce qu'ils fonctionnent? Qui dit nouveau moteur, dit donc nouvelle manière de fonctionner. Lors de la présentation de cette réglementation 2026 pour les moteurs, la FIA a mis en avant 3 modes moteurs que les équipes pourront utiliser. Avec l'électrique qui prend beaucoup plus d'importance, la manière de piloter évolue aussi et donc la gestion de ces modes moteurs est vraiment cruciale. Petit rappel, la FIA a défini des noms pour ces différents modes moteurs qui devront être utilisés par les pilotes, par les ingénieurs et par les journalistes. Cette harmonisation a pour but que la Formule 1 reste le plus compréhensible possible pour absolument tout le monde. Le premier mode moteur, c'est le mode recharge. Comme son nom l'indique, il sert à recharger les batteries. Comme je vous l'ai déjà expliqué, donc les batteries se rechargent grâce au MGUK, notamment sur les phases de freinage. En réalité, ce mode moteur, il permet surtout de limiter la dépense d'énergie électrique sur un tour, ce qui permet d'économiser de l'électricité et donc de recharger les batteries. Ce mode, il n'a pas pour but d'augmenter la capacité de recharge qui reste la même, peu importe les modes utilisés. Le deuxième mode présenté par la FIA, c'est le mode Boost. Alors, ce mode, il permet d'utiliser toute la puissance du moteur thermique et électrique afin d'attaquer un adversaire ou alors de se défendre d'un autre pilote. C'est clairement un mode agressif qui existait déjà dans les années précédentes, mais chaque équipe avait son propre nom pour ce mode moteur, comme par exemple le Scenario 7 de McLaren. Cette année, avec l'harmonisation des noms, toutes les équipes devront donc utiliser ce nom de Boost qui devrait rendre la course beaucoup plus compréhensible pour les fans à la télé. Et enfin, le dernier mode présenté est le mode dépassement. Alors de base, il s'appelait le Manual Override Mode, qui était très compliqué à comprendre,
Donc la FIA l'a renommé en mode Overtakes, qui donne dépassement en français. Dans sa fonction, ce mode a pour but de remplacer le DRS. Alors oui, si vous avez un petit peu suivi, le DRS c'est terminé, mais on parlera de tous les changements aéro en 2026 dans une vidéo qui sortira la semaine prochaine. Le DRS, c'est fini et pour aider les pilotes à dépasser, la FIA a introduit le mode dépassement. Alors, si vous êtes un ancien, vous vous rappelez peut-être du mode KERS qu'on a eu entre 2009 et 2013. Pour les autres, voilà comment va fonctionner ce mode dépassement en 2026. Il ne sera disponible que lorsqu'un pilote est à moins d'une seconde derrière une autre voiture au moment de la détection. Chaque circuit disposera donc d'une seule zone de détection. Par exemple, à Spa, elle se trouve dans le freinage de la dernière chicane. Et si un pilote se trouve à moins d'une seconde, alors il aura le droit à un boost d'énergie électrique à utiliser pendant tout le tour suivant. Attention, ce boost, il n'est disponible que sous la forme d'une batterie. Il n'est pas illimité, donc il faut l'utiliser correctement. Le mode dépassement, il est donc utilisable à n'importe quel moment du tour, dans n'importe quelle zone. La seule limite, c'est la capacité de sa batterie. En soi, c'est une plutôt bonne chose, car ça permettra aux pilotes de tenter des dépassements moins prévisibles, ce qui change clairement de ce qu'on était habitué avec le DRS. Bon, maintenant, vous connaissez ces trois modes moteurs, mais vous vous doutez bien qu'en réalité, les équipes n'utiliseront pas que ces trois modes. Lors de la présentation, la FIA a tenté de simplifier au maximum pour que tout le monde puisse comprendre. Mais en réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça. Pour les équipes, ce ne serait tout simplement pas viable de passer en boucle du mode recharge au mode boost, au mode recharge, au mode boost, sachant qu'on estime que la différence entre ces deux modes est une différence d'environ 2 à 3 secondes par tour. Les équipes utiliseront des modes intermédiaires, secrets, qui leur permettront d'utiliser autant d'énergie qu'ils en récupèrent, ou alors d'en dépenser un peu moins en fonction des besoins. Tout dépendra de ce qui se passe en course, mais le rythme d'un pilote sera régulier. Ne vous attendez pas à voir Norris, par exemple, alterner entre les 1.30 et les 1.33. La gestion et la bonne utilisation de la batterie va être cruciale dans cette réglementation, et le moindre mode moteur mal exploité pourrait rapidement ruiner la course d'un pilote. Bon, maintenant, vous avez toute la théorie, vous avez les connaissances pour comprendre comment les moteurs de 2026 vont fonctionner, mais en réalité sur la piste, qu'est-ce que ça donne? Bon, la théorie c'est cool, mais on veut vraiment savoir ce qui se passe maintenant sur la piste. Eh ben, je vais peut-être vous décevoir, mais pour le moment, on ne sait pas grand-chose. Le peu de data qui existe sortent littéralement des simulateurs des équipes. Et croyez-moi, pour l'instant, qu'ils gardent ça bien pour eux. Au moment où je tourne cette vidéo, les premiers tests à Barcelone n'ont pas encore eu lieu. La vidéo sera sortie juste après cette semaine de tests. Et du coup, on en saura peut-être un petit peu plus à ce moment-là. Mais pas certain non plus, car normalement, aucune donnée ni photo n'est censée fuiter vu que ce sont des tests privés, pas diffusés. En se basant sur ce que l'on sait, pour l'instant, on va quand même essayer de voir les effets que vont avoir ces moteurs de 2026 sur la piste. Déjà, il faut se rappeler que les voitures seront plus petites, plus légères qu'en 2025, mais avec tout autant de puissance. Ce qui signifie que, normalement, on devrait avoir des accélérations et des vitesses de pointe beaucoup plus élevées que les années précédentes. En plus de ça, les moteurs thermiques et électriques fonctionnent désormais ensemble. Ce n'est pas soit l'un ou l'autre, ce qui pourrait faire une grosse différence sur l'accélération. Pour bien comprendre, au début de l'accélération, les deux moteurs fonctionnent en même temps pour permettre à la voiture de gagner un maximum de vitesse, le plus vite possible, jusqu'à un certain seuil où, pour économiser la batterie, le moteur électrique va ralentir, laissant le moteur thermique faire une plus grosse partie du travail, et ce seuil, normalement, devrait être environ à 200 km/h, où l'accélération sera de moins en moins puissante, mais la vitesse continuera à augmenter. Sans être en mode boost, normalement, les Formule 1 devraient quand même atteindre les 300 km/h. Pour ce qui est du mode boost et dépassement, normalement, ça n'aura pas un énorme impact sur l'accélération, mais plus sur la vitesse de pointe. Le mode boost devrait permettre d'atteindre les 320 km/h quand le combo boost plus dépassement est activé. Les Formule 1, normalement, devraient frôler les 350 km/h. Alors, ce ne sont que des estimations. La réalité de la piste, ça peut être différent. En fonction des tracés, par exemple, les données aussi peuvent changer, comme par exemple à Bakou ou à Monza, où les vitesses maximales pourraient peut-être atteindre les 370 km/h.
Toto Wolff, en parlant du moteur Mercedes, avait estimé qu'il pourrait s'approcher des 400 km/h. Alors, sur des bancs d'essai, pourquoi pas? Sur la piste, sachant qu'aucune équipe ne poussera son moteur à 100% pour des raisons de fiabilité, on ajoute à ça la force de l'air, l'appui aérodynamique, je serais quand même surpris de voir des voitures frôler les 400 en 2026. Si vous avez bien suivi cette vidéo et que vous avez tout compris, normalement, il vous reste une question en tête. Comment, avec des plus grosses vitesses de pointe, des meilleures accélérations et des voitures plus légères, comment les voitures de 2026 peuvent être moins rapides que celles de 2025? C'est une très bonne question parce que oui, en 2026, en début de réglementation, les Formule 1 devraient être entre 2 et 2 secondes 5 plus lentes que 2025 en fonction des circuits. La différence, elle va se faire dans les virages. Les voitures passeront beaucoup moins vite et freineront beaucoup plus tôt. Les enjeux pour cette saison 2026, ce sera donc la bonne gestion de la batterie, mais aussi la vitesse de passage en courbe. Pouvoir freiner plus tard que les autres pilotes aideront les pilotes à garder plus de vitesse en virage, mais aussi à recharger les batteries plus rapidement, ce qui sera un énorme avantage. Pour autant, ce n'est pas forcément le moteur qui va aider les pilotes à retarder le freinage. C'est surtout la conception de la voiture, son aérodynamisme qui pourra faire la différence. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo qui sortira lundi, la semaine prochaine, à la même heure, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater ces explications. J'espère que vous aurez tout compris à ces nouveaux moteurs de Formule 1 en 2026. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.